Donc Rémi Herrera est professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur CNRS au Centre d'économie de la Sorbonne. Et il a notamment dirigé les ouvrages Cuba révolutionnaire, rédigé un ouvrage intitulé Dépenses publiques et croissance économique pour sortir de la science-fiction néoclassique. Il est aussi l'auteur de Un autre capitalisme n'est pas possible. Le thème qu'il abordera est celui des nationalisations et des mises en commun des moyens de production dans le socialisme. Donc lorsqu'on évoque le terme de nationalisation, les exemples qui nous viennent en tête, c'est généralement ceux de l'après-guerre. Donc à l'hiver 44-45, les comités d'épuration fixent une direction provisoire des grandes entreprises qui ont collaboré, dont la plus célèbre reste Renault. Il s'agit d'une opération punitive contre les collaborateurs et qui est liée aussi à une forme d'anticapitalisme. On s'inscrit ici dans les objectifs du CNR, objectifs socialisants et d'aspiration démocratique. Le programme du CNR du 15 mars 1944 décide que la France participera à sa libération par une insurrection, un châtiment des traîtres et par la création d'une démocratie économique et sociale. L'État ou la nation devront donc contrôler l'économie. Ces idées, à la fin de la guerre, ont été popularisées notamment par le Parti communiste, qui s'est imposé comme la force résistante la mieux organisée et la plus conséquente. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on va prendre l'exemple des entreprises du collaborateur Louis Renault. Donc, ces entreprises ont été nationalisées et forment la Régie nationale des usines Renault. Pourtant, la nationalisation des entreprises Renault ne signifie pas la fin des luttes syndicales au sein de l'entreprise, parce que cette dernière ne résout en rien les contradictions du capital. Même étatique, la Régie Renault devient un haut lieu des luttes syndicales et politiques. C'est en 1986 que l'idée de privatisation germe, et c'est en 1994 que le capital est ouvert en bourse, après un changement de statut en 1990. Donc ici, c'est le moment de distinguer nationalisation et étatisation. Le principe de la nationalisation est de mettre un service aux mains de l'État de façon à ce qu'un bien public serve la collectivité. Il y a donc une dimension socio-économique dans la nationalisation, tandis qu'il y a une nuance à apporter quand on parle d'étatisation. Il s'agit toujours de faire du profit, même si c'est l'État qui doit en être bénéficiaire. L'idée est d'une part d'augmenter les recettes étatiques, ce qui pourrait, entre parenthèses, laisser espérer une redistribution des richesses, mais l'idée est davantage celle de remettre un service ou une production à neuf pour permettre sa privatisation à moindre coût. Donc ces définitions des nationalisations telles qu'elles sont perçues aujourd'hui posent la question de la mise en commun des moyens de production dans le socialisme. Donc cette mise en commun, que nous appellerons socialisation, se réfère à une prise de contrôle soit par l'État, soit par les travailleurs eux-mêmes des moyens de production, et qui induit une gestion de ces moyens par les travailleurs qui en dépendent. Donc tout ceci se rapporte à une problématique plus générale d'isoler un socialisme utopique d'un socialisme matériel, c'est-à-dire de voir en quoi la mise en commun des moyens de production doit avoir des bases économiques concrètes pour asseoir le socialisme. Nous devons fonder la construction du socialisme sur une analyse scientifique. Il est essentiel d'étudier le socialisme sous l'angle de la science économique, et c'est ainsi que nous laissons la parole à Rémi Herrera. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Alors, d'abord, bonjour à... Je me mets devant le micro, hein, pas... Bonjour à toutes et à tous, pour un grand merci pour l'invitation aux organisateurs de ces rencontres qui sont enfin magnifiques. Moi je suis vraiment très heureux d'être avec vous et je voulais vraiment féliciter et les organisateurs et chacun d'entre vous pour... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ça une rencontre si nombreuse, si chaleureuse et si bien orientée, disons. Voilà. Donc, bon.
comme le président, oui le président, c'est une présidente, madame la présidente, mesdemoiselle la présidente, combien de temps ai-je? 20 minutes. 20 minutes. J'ai le Doberman. Voilà. Ah. Alors, d'accord, 20 minutes. Alors, bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que je souhaiterais en garder le maximum pour la discussion, j'ai l'impression aussi, enfin, je pense ne pas trop me tromper en disant que sont réunies cet après-midi des sensibilités politiques diverses, mais quand même, je crois, bien orientées à la gauche de la gauche, comme on dit maintenant. Je vais aller droit au but, c'est-à-dire en fait au problème. Alors, bon, quels sont, pour aller vite, quels sont, selon moi, les principaux problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, de manière générale, disons, au sujet du socialisme. Bon, qu'on le définisse de manière utopique comme un idéal ou de manière rationnelle ou rationaliste, d'ailleurs les deux ne s'opposent pas nécessairement, comme moyen de production, bon, socialisation, l'introduction était très bonne, ou plutôt, je dirais moi, comme un processus long, difficile de transition socialiste devant mener, c'est-à-dire en fait de lutte, processus de lutte complexe, extrêmement difficile, disons-le clairement, multiple et convergente, pour conduire, disons, à l'émancipation sociale, ou comme disait Marx, à l'émancipation totale, c'est-à-dire au communisme. C'est comme ça que je définirais le socialisme, comme un processus de transition. Bon, quels sont donc les problèmes ? Bon, je vais vous parler franchement, hein, pour qu'on aille vraiment à l'essentiel, selon moi. Le premier problème, c'est que nous vivons, nous travaillons, nous luttons, que nous soyons français ou étrangers, en France, ici. C'est-à-dire dans un pays que toutes et tous nous aimons très profondément pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente. C'est-à-dire un pays dont le peuple a hérité d'une histoire qui est aussi une histoire révolutionnaire, qui est aussi une histoire magnifique, marquée par la Révolution française, par la Commune, par la résistance et la libération, par des vagues successives, récurrentes, de lutte sociale dans le passé et des vagues de lutte sociale qui continueront dans le futur, y compris évidemment des luttes anticolonialistes très importantes où le Parti communiste a joué un rôle décisif et où certains d'entre ses membres, comme Henri, que vous avez eu le bonheur d'entendre ce matin, ce sont des héros. Ce sont des héros, ce sont nos héros. Bon. La France, on l'aime pour ça. Mais la France, c'est aussi un pays dont les classes dominantes lui ont fait commettre, disons, ont commis en son nom des crimes esclavagistes, colonialistes, impérialistes. Un pays même qui se comporte encore aujourd'hui comme un pays impérialiste, et qui plus est en guerre contre des pays du Sud sous l'hégémonie des États-Unis, certes, mais la France, Jean l'a dit très clairement ce matin, est un pays en guerre.
C'est un pays impérialiste en guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une contradiction très forte est introduite dans nos luttes, dans nos stratégies, dans nos alternatives et jusque dans nos définitions de la démocratie. Okay? Souvent, une démocratie pleine au-dedans et vide au-dehors. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème grave provient d'une des conséquences les plus graves de la crise du capitalisme actuel. Crise structurelle, crise systémique, crise gravissime du système mondial capitaliste. C'est la contradiction, disons, ou même l'accentuation de la contradiction et de la confrontation entre le Nord et le Sud, entre les pays du Nord impérialistes et les pays périphériques du Sud. Malgré certaines cooptations dans le G20, par exemple, mais qui ne suffisent pas à cacher l'essentiel. Ceci dans un monde où les niveaux de contradiction se sont considérablement complexifiés. Okay? Contradiction entre classes dominantes et classes dominées dans chaque pays, mais aussi contradiction, peut-être le niveau déterminant aujourd'hui, entre classes dirigeantes. Okay? Et même, par exemple, avec les pays qu'on appelle les économies qu'on appelle émergentes. Ça ne veut rien dire, hein, mais bon, disons plutôt réémergentes. Hein. On voit bien qu'il y a des conflits entre classes dirigeantes et même des conflits entre pays du Sud. Donc, sur une trame d'analyse de classe, les niveaux de contradiction aujourd'hui se sont considérablement complexifiés. Mais l'essentiel, de mon point de vue, okay, la tendance de fond, c'est l'accentuation de la confrontation entre le Nord et le Sud. Avec comme conséquence, comme effet dramatique, partout la montée des extrêmes droites sous leurs différentes variantes. Okay? Politiques, néofascistes, religieuses, intégristes, communautaristes, ethniques, entre guillemets, extrême droite qui sont presque toutes, pour ainsi dire, toutes pro-systémiques, pro-capitalistes. C'est la grande différence avec nous. Un troisième problème, disons, c'est le plus problématique, si vous me permettez, entre guillemets, surtout pour nous, c'est-à-dire pour, comme on l'appelle maintenant, la gauche de la gauche, parce qu'elle nous frappe de plein fouet. C'est un problème tabou. C'est un problème dont on ne parle pas en général, qu'on évite assez systématiquement. Mais c'est un problème dont il faut parler. Ce problème vient du fait que une bonne partie des profits de nos banques et de nos transnationales provient de transferts de surplus du Sud vers le Nord. Du Sud vers la France, vers l'Europe, vers le Nord en général. Ce qu'on appelle, disons plus brutalement, la rente impérialiste. Ça, c'est un sérieux problème. Okay? Cette rente impérialiste, ces transferts de surplus du Sud vers le Nord, utilisent des canaux très diversifiés. Hein, par exemple, le remboursement de la dette extérieure, les rapatriements de bénéfices sur investissement direct étranger, les rapatriements de bénéfices sur investissement de portefeuille, l'échange inégal, comme on dit, les fuites de capitaux qui viennent dans nos banques, hein, la corruption. Ça, c'est un problème dont on ne parle quasiment jamais. Quasiment jamais. Mais à mon avis, c'est le problème peut-être le plus délicat pour nous à résoudre. Parce que
Évidemment que cette rente, elle va principalement alimenter les oligopoles financiers, c'est évident. Mais ces oligopoles financiers redistribuent des miettes de cette rente, sous des formes très variées, des impôts, des cotisations sociales. Je suis en train de vous dire que l'existence de cette rente impérialiste, qui provient de la nature impérialiste du pays dans lequel nous luttons, impose, oblige, malgré elle, certaines directions partisanes et syndicales, des forces de gauche, comme on dit, à se soumettre, voire à accepter le projet impérialiste. Ok ? D'où la faiblesse extrême des résistances anti-guerre dans notre pays. À gauche, je ne parle pas des résistances spontanées, des étudiants, de la rue, des mouvements sociaux, là, elle existe. Je parle des organisations partisanes et syndicales de gauche. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que de ces problèmes viennent des questions, certaines questions. Peut-on, pour construire le socialisme, dans un instant j'arrive aux nationalisations, mais on ne peut pas éviter les conditions de la construction du socialisme. Okay ? Pour construire ce socialisme que l'on veut, comme processus révolutionnaire de transition vers ce qu'on aime encore plus, le communisme, okay, peut-on accepter que la France continue de se comporter comme un pays impérialiste, voire néocolonialiste? Peut-on accepter la confrontation avec les pays du Sud et la montée des extrêmes droites au nord et au sud qui l'accompagnent? Peut-on accepter cette rente impérialiste? Je vais même jusqu'à dire les miettes de cette rente impérialiste. Selon moi, la réponse est non, non et non. Triple non. Et c'est mieux qu'un triple A. Hein. On a perdu. Hein. C'est beaucoup mieux pour nous qu'un triple A. Mais dès lors que l'on dit non, alors il faut être conséquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urgence, la priorité, selon moi, c'est... J'ai cru sentir ça sans lui faire dire des choses, il n'est pas présent hein, dans le discours, une certaine concordance avec ce qu'a pu dire Jean, et je suis sûr avec ce que pense Henri, mais je ne vais pas parler à leur place, évidemment. Hein, l'urgence, la priorité, c'est de stopper la régulation du système mondial capitaliste par la guerre impérialiste. La France ne doit pas être associée au projet de contrôle militaire planétaire des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour marcher vers le socialisme, la condition, selon moi, c'est d'arrêter l'engrenage de guerre contre le Sud, c'est de sortir de l'OTAN, de la composante militaire de l'OTAN, comme on disait. On a tellement reculé qu'on est même en deçà, en amont des positions d'un vieux général de droite, hein, d'il y a quelques années. Vous imaginez un peu. Il faut retirer nos bases militaires à l'étranger. On a le droit d'avoir des bases militaires chez nous. De quel droit a-t-on des bases militaires au Sénégal, en Centrafrique, à Djibouti? De quel droit? Comment peut-on éviter ce débat-là? Nous devons impérativement commencer par offrir à nos partenaires, amis, camarades, frères du Sud, autre chose que la présence de soldats, des ventes d'armes et un discours totalement creux sur les droits de l'homme qui tourne complètement le dos à nos principes, c'est-à-dire aux vrais droits de l'homme, ceux qui ont été clamés au monde en 1793
avec la commune ensuite, et à chaque fois que la gauche a pu s'exprimer clairement dans ce pays. Ça, pour moi, c'est la condition. C'est la condition première. Ça veut dire qu'il est temps de rompre avec cet ordre-là. Il est temps aussi, et dans le même mouvement, de reparler de socialisme. Parce que cette illusion que de croire qu'un autre capitalisme est possible, disons un capitalisme à visage humain. Le capitalisme n'est pas la solution. Le capitalisme n'a pas d'avenir. Tu l'as dit et je t'en remercie, c'est le titre d'un de mes livres. Un autre capitalisme n'est pas possible. Je pense qu'il faut le formuler comme ça. Un autre capitalisme, sous-entendu, meilleur que celui que l'on vit, n'est pas possible. Ça, c'est ce que ne comprennent pas bien nos amis keynésiens et beaucoup de sociodémocrates, pour ceux qui restent sociodémocrates, qui ne sont pas complètement sociolibéraux. Hein. C'est un vrai problème. Ça, c'est une autre ligne de démarcation par rapport à d'autres courants politiques qui pensent qu'on peut réformer ce système. Je vais vous parler très franchement. Voilà, je vais vous parler très franchement. Je pense que par la crise actuelle, crise gravissime, nous entrons dans une période longue, très longue, ok, d'effondrement du système capitaliste. Effondrement long, lent, graduel, mais d'effondrement du système capitaliste. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va le voir tomber aux 20 heures de Claire Chazal. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. On ne va pas le voir tomber à la télévision. Il ne va pas tomber tout seul. Évidemment, ce seront nos luttes qui feront tomber ce système. Mais c'est un système qui est en train de mourir. La grande question, c'est de savoir si oui ou non, les travailleurs et les peuples, les travailleurs du Nord, pour aller vite, et les peuples du Sud, vont accepter de mourir avec ce système qui est en train de mourir. De toute évidence, non. Donc, la question, c'est de savoir comment démultiplier, unir, faire converger nos forces, des luttes des travailleurs du Nord et des luttes des peuples du Sud. C'est ça la grande question. De mon point de vue, hein, de mon point de vue. Pour des transitions socialistes, sous des formes très diversifiées, dans cette recherche de transition, de lancement, d'enclenchement de processus de transition socialiste, il n'y a pas de recette. Okay, mais il y a des alternatives. Et pour trouver les alternatives, pour repasser à l'offensive, la condition, c'est d'ouvrir ou de rouvrir des espaces de débat démocratique, qui n'existent pas encore tout à fait. Même chez nous, à gauche, pas suffisamment. Pas suffisamment. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que parmi les discussions à engager entre nous, il y a celle des solutions de gauche à la crise. Parmi les débats à ouvrir, par exemple, celui de la rupture avec des engagements internationaux de la France. Okay ? Combien de temps va-t-on attendre avant de proposer clairement la sortie du traité de Lisbonne, du bloc de constitutionnalité de la République française, okay, qui empêche les élus de gauche de mener des politiques de gauche. Okay, le traité de Lisbonne interdit même l'usage du terme de service public. Okay, c'est une machine de guerre contre les services publics. Plus de marge de manœuvre dans les collectivités locales, plus de marge de manœuvre pour des politiques sociales. Okay, jusqu'à quand on va accepter ça?
Jusqu'à quand on va accepter de ne pas discuter de la zone euro? Mais bien sûr, on en discute dans les couloirs, on en discute entre nous, il y a des petits groupes, il y a même des groupes de recherche. Il n'y a pas de débat large, ouvert, démocratique, internationalisé, scientifique. Il n'y a pas de débat sur la sortie de l'euro. Je ne suis pas en train de vous dire il faut sortir de l'euro. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'il faut en discuter. Il faut en discuter. C'est vital pour nous. C'est vital. C'est pas une provocation. C'est pas contre la direction. C'est pas contre machin truc. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis en train de vous dire que c'est vital pour nous de récupérer des espaces de démocratie, de discussion libre. On ne parle pas de la sortie de l'euro. Vous avez vu la Grèce? Si c'est pas une situation pré-révolutionnaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les Grecs, ils vont sortir de l'euro. On va les foutre dehors. L'Allemagne va les foutre dehors. Alors pourquoi ne pas en parler maintenant? Pourquoi ne pas en parler maintenant? C'est très important. Ce sera pire si la Grèce est sortie de l'euro sans l'avoir elle-même décidé. Ce sera pire. Ce sera des ajustements type passe, plan d'ajustement structurel du FMI, des trucs extrêmement durs, réservés entre parenthèses en général au Sud. Ok? C'est à nous de reprendre l'initiative, c'est à nous de repasser à l'offensive. Il faut impérativement exiger l'ouverture de débats. De débats dans le parti, dans le front de gauche, dans les mouvements sociaux, partout à l'université, dans la rue, dans les associations, dans les quartiers, n'importe où, de débats. Il faut qu'on en discute. On ne peut pas tout subir. Ça, je le dis très clairement. Alors il faudra aussi discuter de tout ça, mais on ne peut pas y arriver d'un bond. Il y a des étapes. Il faut rediscuter du rétablissement du contrôle des changes, en particulier sur les flux financiers. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident, mais on n'en discute pas. Techniquement, on ne sait pas comment le faire. Ça veut dire qu'on n'a pas les compétences, d'une certaine manière. Bon, les compétences, ça s'acquiert. Pour les acquérir, il faut discuter, il faut se former. Ok? Il faut se mettre au niveau. On doit aussi discuter de la reprise de contrôle public, politique, des banques centrales. Les banques centrales, elles n'ont pas le droit de prêter aux États. Et qu'est-ce que c'est? Elles sont indépendantes. Indépendantes de qui? Alors on va continuer à subir ça, ce dogme. Vous voyez? Évidemment qu'il faut reparler et urgemment de la nationalisation des oligopoles financiers. C'est la clé de tout. Qu'est-ce qu'on va parler de transition socialiste? Qu'est-ce qu'on va parler de projet social même? Si on ne veut pas parler de socialisme. Il y en a plein qui ne veulent pas parler de socialisme. Projet social, disons. Qu'est-ce qu'on va construire? Une politique sociale si on n'a pas eu un contrôle sur les oligopoles bancaires et financiers? Ça relève de l'évidence. Nationalisation, mais aux États-Unis, ils nationalisent. Ils ont nationalisé des oligopoles. Vous voyez donc que ça colle pas. George Walter Bush a nationalisé. Camarade Bush, il a nationalisé. Alors, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose, que c'est important. C'est important, les définitions dont on a parlé. Hein? Et même des nationalisations type 1981, qui étaient indispensables. Indispensables. Il paraît ça a été un échec. Mais est-ce qu'on a bien placé le débat, le centre de gravité du débat là où il devait être? Un échec, pourquoi un échec? Peut-être parce que les critères de gestion n'ont pas été profondément modifiés. C'est ça peut-être l'échec. Parce que ces nationalisations n'ont pas vraiment servi ni la souveraineté nationale, ni le public, ni le service public. Vous voyez? Mais c'est tout à fait clair qu'il faut ouvrir ce débat sur les nationalisations. Mais les nationalisations modernisées, des nationalisations avec planification publique, modernisée, avec participation populaire, sans quoi ni la planification ni les nationalisations ne valent rien, disons. Donc, il faut reparler de nationalisation des oligopoles bancaires et financiers, il faut reparler évidemment de nationalisation de pans
de secteurs stratégiques de l'économie. Okay, sans lesquels, nationalisation, aucune politique de rupture, de changement, et merci, n'est possible, n'est envisageable. En clair, je suis en train de vous dire, parce que j'approche des 20 minutes, enfin je crois même que je les ai dépassés, mais le président n'a pas bien chronométré, je suis en train de vous parler d'une exigence de réappropriation par l'État du pouvoir politique sur l'économie. C'est ça, c'est un économiste qui vous le dit. Hein. C'est ça la clé. L'État doit se réapproprier les conditions du pouvoir politique qui le fait décider sur l'économie. Pour extirper le pays du bourbier dans lequel il a été placé par le système capitaliste. Je reviens pour terminer sur la clé, selon moi, au cœur de cette reconstitution d'un projet social, d'une transition socialiste. Ah, on peut l'appeler comme on veut finalement. Hein? Je crois qu'il faut placer l'internationalisme. Il faut replacer de manière urgente, de manière nécessaire, de manière vitale pour nous, la reconstruction d'une solidarité internationaliste avec les peuples du Sud en lutte. C'est fondamental. Sans ça, pas de projet social. Encore moins de socialisme et aucun communisme possible. Ok? Socialisme et internationalisme restent d'actualité et qui plus est sont indissociables. Indissociables. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou la discussion? Vous voyez? Alors, bon, j'arrête là, comme ça on a le maximum de temps pour la discussion. Okay?